Bonjour, je reviens cette fois pour faire suite à la première vidéo sur savoir gérer son argent, gestion budgétaire, selon la méthode Enel. Cette vidéo était l'introduction. Aujourd'hui, nous passons à la présentation de notre méthode. Là, je vais faire un tableau qui nous récapitule rapidement comment nous allons faire pour pouvoir gérer notre argent de façon très succincte et rapide. Cette méthode généralement est utilisée par tout le monde. Nous la connaissons tous. Nous pratiquons ça régulièrement, voire même chaque jour, chaque mois. Certains n'arrivent pas peut-être à se positionner dans ce type de tableau et pouvoir prendre des décisions et anticiper sur l'amélioration de son rapport avec l'argent. C'est pour ça donc que cette vidéo est faite. Dans le tableau, nous avons juste en dessous du titre les informations relatives à la personne concernée. Donc il y a le nom, ensuite son rôle, qui peut être s'il est salarié ou pas. Nous avons ensuite le revenu qui doit être quelque chose de fixe. Donc c'est un montant régulier qu'il perçoit chaque mois. Donc il introduit ce montant et c'est ce montant qui sera vraiment important dans le tableau qu'on va utiliser pour faire tous les différents traitements. Autre revenu, ça peut être des montants qu'il perçoit au cours du mois ou pas. Ensuite, nous avons la partie des dettes. Il faudra qu'il introduise ces dettes ici à court terme. Les dettes à court terme, ce sont les dettes dont on est censé rembourser en 3 mois ou 6 mois au maximum. Au-delà de 6 mois, nous sommes dans ce qu'on appelle les dettes à long terme. Donc, ça ne doit plus apparaître là. Si nous avons autres dettes, nous pouvons effectivement mettre là-dedans. Le tableau, donc, je l'explique, il est très simple, il est intuitif en fait. Nous avons une partie de répartition. Donc, il se passe quoi? Nous avons dans nos dépenses régulières, peut-être nous ne le savons pas, ou bien inconsciemment, nous avons des types de dépenses. Ils sont classifiés en mode dépenses fixes qui font référence à tout ce qui est charges fixes. Les charges fixes, entendons par charges fixes, toutes dépenses qui sont indépendants de notre fonctionnement ou de notre mode d'activité. C'est-à-dire que nous sortions travailler quand nous sommes salariés ou pas, nous allons toujours payer un loyer. Nous allons toujours payer l'électricité, nous allons toujours payer notre abonnement téléphonique. Donc, tous ces types de charges qui ne sont pas liés à notre mode de fonctionnement ou à notre mode d'activité sont ce que nous appellerons dans notre méthode les charges fixes. Ensuite, en ce qui concerne les charges variables, c'est toutes dépenses qui sont liées effectivement à notre fonctionnement. Si nous sortons faire des sorties restaurants par exemple, ou bien que nous faisons des voyages où nous offrons pas mal de loisirs, toutes ces dépenses qui ne sont pas régulières et qui ne sont pas qui sont liées à notre fonctionnement, à notre bien-être, etc., font partie de ce qu'on appellera les charges variables dans notre tableau. Ensuite, nous avons une partie qui est réserve. La partie réserve, moi, je la subdivise en 3 sous-catégories. Nous avons la partie économie qui sera effectivement de l'épargne. Ensuite, nous avons une partie dette et offre qui sera effectivement de l'argent que nous allons mettre de côté, pas pour nous, mais pour d'autres personnes, pour rembourser les dettes à long terme qui sont au-dessus de 6 mois, donc à partir de 7 mois en allant au-dessus, ou à offrir de l'aide que nous offrons à la famille, aux proches ou aux amis. Nous avons enfin dans la partie réserve la petite partie qu'on appelle la flotte, qui consiste effectivement à mettre de l'argent à côté pour combler les débordements des sous-budgets. Donc si au niveau de notre partie charge fixe, nous excédons, notre flotte sera là pour combler les excédents. Et nous sachons bien qu'effectivement, que la somme de nos excédents ne pourra pas être au-dessus de notre flotte. Voilà. Et que si la flotte n'est effectivement pas utilisée, elle sera réinjectée dans l'économie à la fin du mois. Pareil pour la partie non utilisée sur les dettes et offres, elles sont réinjectées dans l'économie à la fin du mois. Donc, nous avons dans notre tableau les prévus. Les prévus sont effectivement ce que nous allons prévoir dépenser dans les différentes sous-rubriques des différentes charges, qu'elles soient fixes, variables ou réserves. Selon notre loi économique, nous avons 30% de nos revenus qui doivent être destinés normalement à nos charges fixes. Nous avons 30% de notre revenu qui doit être destiné à la partie charge variable.
nous avons 40% de nos revenus qui doivent être destinés à la partie réserve. J'entends par là 25% qui doivent être coincés uniquement dans l'économie, dont l'épargne dont on ne touche pas, sauf pour des occasions bien précises avec des bonnes raisons. Nous avons 10% de notre revenu qui doivent être destinés à faire des offres et 5% de notre revenu sera destiné à faire la flotte, donc à combler les dépassements des différents sous-budgets. Là aussi, dans notre tableau, nous avons la partie libellée qui est un ensemble d'intitulés des différentes dépenses que nous allons réaliser dans les différentes sous-rubriques, dans les différents sous-budgets. Ensuite, nous avons le montant des réalisés, effectivement, ce que nous avons effectivement dépensé qui est indépendant de ce que nous avons prévu, qui peut varier selon les aléas que nous rencontrons durant le mois, ou bien les problèmes ou les difficultés que nous avons, ou selon notre bon vouloir, etc. Donc tout cela, effectivement, ce que nous dépensons réellement, sera dans le tableau, dans la partie réalisée. Nous avons une partie qu'on appelle marge qui devient très intéressante. On commencera à dégager les marges. Donc j'expliquerai cette partie des marges lorsqu'on abordera un cas concret, un cas pratique, et j'expliquerai ce que c'est que les marges. Donc en gros, les marges sont les prévus, donc les montants prévus moins les montants réalisés. Donc effectivement, c'est un delta entre ces deux sous-rubriques au niveau des intitulés. Après, nous avons ce qu'on appelle la redistribution des marges. Effectivement, on la comprendra, cette partie de redistribution. Lorsqu'on aura un cas concret, on verra vraiment comment ça se passe. Et en gros, la redistribution des marges, c'est le delta qui existe entre ce que nous avons vraiment fait et ce que nous avons prévu de faire, mais qui sera redistribué. Généralement, la redistribue sur la partie réserve. Et ça redistribué dans les réserves. Ensuite, nous avons une redistribution des réalisés. Après, nous avons ce qui nous intéresse le plus, donc l'issue même du tableau est de pouvoir obtenir ce qu'on appelle le seuil de consommation, qui est notre revenu nécessaire. Donc, nous allons avoir à l'issue de notre traitement de tableau deux parties qui sont les plus décisionnaires de notre mode de fonctionnement, de ce que nous allons adopter effectivement. Ce sera notre seuil de consommation et la distribution des réalisés. Donc, à l'issue de ce tableau, nous allons en dégager pas mal d'aspects qui nous permettra de nous positionner et d'étudier notre mode de fonctionnement. C'est pour cela qu'ici, je remets la partie seuil de consommation qui est déjà dans le tableau ici en haut. Mais par contre, il est très important de la recalculer et enfin que nous puissions comprendre et percevoir effectivement son rôle et son importance. Nous avons également ce que nous appellerons la zone de confort, qui est une position très confortable que nous pouvons avoir, qui sera égale à la, comment je dirais, qui sera égale effectivement à nos dépenses et au bonus, au surplus que nous allons mettre de côté après avoir dépensé l'ensemble des prévus ou l'ensemble des réalisés et que nous avons encore au-dessus de ça un peu d'argent que nous mettons de côté. Donc, dans ces cas, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone de confort. Nous vivons dans nos moyens et nous avons une épargne qui fonctionne réellement. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'effort pour le confort. L'effort pour le confort existe seulement si nous sommes dans une zone de confort, dans notre seuil, que nous avons atteint notre seuil, et que nous voulons maintenant vivre dans nos moyens réellement. Donc, il faudra que nous fassions un effort pour atteindre la zone de confort. Et généralement, l'effort pour la zone de confort se situe à 15% de notre zone de confort, de notre seuil. Donc, effectivement, dans un cas concret, nous allons effectivement comprendre très clairement et plus précisément ce que ça signifie, cette partie-là. Nous avons ensuite la zone de non-confort. Et là, c'est quand nous sommes à 80% en dessous de notre seuil. Sachant bien que notre seuil, c'est le revenu nécessaire dont nous avons besoin pour pouvoir satisfaire nos besoins mensuellement, chaque mois. Donc, quand nous sommes en dessous de ce montant à 85%, nous sommes dans ce qu'on nous appelons la zone de non-confort. Donc, il y a des efforts à fournir. Nous sommes en retard par rapport à ce qui devrait être. Nous avons donc ici le retard sur le non-confort. Le retard sur le non-confort, ce sera l'effort à fournir
pour atteindre la zone de seuil de consommation qui normalement est égal à 15% du seuil, effectivement. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les marges globales positives. Les marges, effectivement, nous avons calculé ici, qui sont très intéressantes. Ensuite, on va pouvoir interpréter si ces marges sont positives, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie pour nous, nous allons voir dans un cas concret, ça signifie pour nous que nous devons procéder à ce qu'on appelle des redistributions. Nous allons redistribuer dans les réserves. Et voilà. Et quand ces marges sont négatives, quand elles sont négatives, ce que nous allons faire, nous allons procéder, autant pour moi, quand la marge globale est négative, ce que nous allons faire, nous allons procéder à une réorganisation de nos objectifs de dépenses. Nous allons peut-être voir des points à enlever dans nos dépenses ou à réduire le montant de certaines dépenses pour pouvoir obtenir une marge globale positive. Voilà. Effectivement, quand nous avons également la marge globale qui est nulle, la marge globale quand elle est nulle, donc quand elle est nulle, la marge globale, donc ça signifie que nous pouvons constater deux cas d'espèce. Dans le cas d'espèce où la marge globale est nulle parce qu'effectivement elle n'existe pas, là ça signifie que nous vivons selon ce que nous avons prévu, c'est-à-dire nos dépenses, nos réalisés sont exactement ce que nous avons prévu et là tout va bien. Ensuite, quand notre marge globale est également nulle, mais pas parce que ce que nous dépensons est égal à ce que nous avons prévu, c'est nul parce que la somme des écarts est nulle. Donc, nous avons constaté des marges, des marges effectivement négatives et des marges positives dans notre tableau, et quand nous faisons la somme, elle est nulle. Cela revient à nous dire, à nous indexer du doigt et nous dire que nous devons réorganiser nos dépenses, réorganiser nos budgets, revoir le montant de nos budgets, soit même peut-être enlever certaines rubriques qui ne sont pas importantes dans nos dépenses. Donc voilà. En plus, nous avons un tableau qui va nous permettre de nous positionner, un tableau vraiment très simple à comprendre, qui nous permettra de nous positionner dans nos dépenses. Le seuil, quand nous sommes dans le seuil, nous sommes ici, effectivement. Nous sommes là, dans le seuil. Donc, quand nous sommes là dans notre seuil, cela signifie qu'effectivement, nous sommes dans le revenu nécessaire pour notre fonctionnement au mois, dans le mois. Et quand nous sommes 15% au-dessus du seuil, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone de confort. Donc, voilà, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone de confort. Et quand nous sommes au-dessus encore du seuil à plus de 20%, nous commençons à atteindre la zone de l'aisance. Quand nous sommes dans la zone de l'aisance, quand nous sommes au-dessus de 20% de notre seuil, nous commençons déjà à piétiner la richesse. Ben ça fera partie de notre formation, de notre explication de cours. Bon là, ici, quand nous sommes en dessous de notre seuil, à moins 15% de notre seuil, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone de non-confort. C'est-à-dire que dans la zone de non-confort, nous sentons effectivement qu'à la fin du mois, vers la fin du mois, nous avons des efforts à fournir pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc là, c'est un indicateur de zone de non-confort. Et quand nous sommes en dessous de notre seuil de moins 20%, cela s'exprimera dans le fait que nous sentons que nous sommes vraiment très serrés dans nos dépenses, dans notre budget. Nous allons être donc dans ce qu'on appelle la zone serrée. Dans la zone serrée, c'est une zone qui se trouve à moins 20% de notre seuil, et nous serons dans une zone très serrée quand nous serons encore en dessous de ces moins 20% de notre seuil. Et donc, quand nous sommes dans une zone très serrée, cela signifie dans nos indicateurs que nous devons être pris en charge. J'entends par là être pris en charge, vivre avec quelqu'un avec qui partager les dépenses, ou vivre carrément sous tutelle ou avec une personne qui couvrira nos loyers par exemple, qui couvrira notre forfait, et que nous n'avons pas beaucoup de choses à dépenser. Dans ce tableau nous permettra, ou cette méthode nous permettra vraiment de nous positionner dans nos dépenses et nos revenus, et effectivement de faire
des rapprochements et de mettre en place des points d'objectif. Donc ici, je prends un cas d'espèce de monsieur Franklin Gongan, donc Franklin G, et son rôle est salarié. Et dans la la prochaine vidéo, nous allons passer maintenant à l'étude d'un cas d'espèce. Lui, il a pratiqué cela, cette méthode, il était très satisfait. Il a donc sollicité qu'on fasse partager son cas d'espèce. À bientôt.